L'invité politique de 15 aujourd'hui, c'est Manon Aubry, tête de liste La France Insoumise pour les élections européennes. Bonsoir. Bonsoir. Notre émission s'adresse aux jeunes. On leur a demandé ce qu'ils pensent de vous et de votre parti. Voilà leur réponse. Je connais pas. Clivante mais pas inintéressante. Divisée puisqu'il n'y a pas la NUPS pour les européennes. Too much. Fiable. Un peu déconnecté de la réalité. Je veux dire militante. Complètement déconnecté de la réalité. Très proche du peuple. Pas assez engagé sur l'aide à l'Ukraine. Bonnes idées, mais un peu trop anti-européen à mon goût. Incompréhension des véritables enjeux. C'est des populistes qui vivent pour la polémique. Pour moi, elle a un programme qui est quand même bien meilleur et tourné à l'international. Communauté extrême, je trouve. Un peu trop énervé. Moi je dirais égalité. Égalité, mixité, vivre ensemble. Optimiste. Peut-être un peu trop. Je trouve que c'est des valeurs déjà tolérantes, très inclusives aussi, qui ne laissent pas une partie de la France de côté. Trop de déconnexion par rapport à ce que veut le peuple. C'est varié, qu'est-ce que vous voulez leur répondre ? Plusieurs choses. Quelqu'un a mentionné, dommage qu'il n'y ait pas de liste de la NUPES, de l'Alliance de la gauche, et je veux lui dire que je l'ai souhaité pendant très longtemps, que je l'ai proposé. J'ai même proposé de ne pas être tête de liste. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de responsables politiques qui se battent pour ne pas avoir sa tête sur l'affiche. Et quant à l'optimisme, le pessimisme de la raison, l'optimisme de la volonté, et je pense que quand il y a tellement de choses à changer autour de nous, et notamment pour les jeunes, face à la précarité sociale, face au réchauffement climatique, il nous faudra l'optimisme de cette volonté, et c'est ça que j'essaie d'impulser dans cette campagne. Et quand on vous traite d'extrême ? Vous savez, c'est la situation qui est extrême. C'est le fait d'avoir 10 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est le fait de ne pas être capable de garantir à nos enfants qui naissent aujourd'hui qu'à 30 ans, ils vivront dans une planète habitable. Vous savez, moi, je suis juste de gauche. Et en réalité, quand vous comparez notre programme à feu François Mitterrand en 81, il est même beaucoup moins radical sur un certain nombre de sujets. Et face à... Vous savez, l'extrême, souvent, on nous dit radical, mais... Radical, c'est aller à la racine des choses. Eh bien, nous, c'est ça qu'on essaie de faire. C'est pas faire des petits pansements sur un système qui ne va pas changer, qui va continuer à produire beaucoup d'inégalités sociales, beaucoup de réchauffement climatique. On essaie de changer à la racine le cœur du problème, de redistribuer les richesses à la racine, d'agir à la racine contre le réchauffement climatique, pas juste d'interdire les touillettes en plastique, mais de changer notre modèle économique pour qu'il soit plus respectueux de la nature, de l'environnement. Et donc, oui, ça suppose des changements structurels, et j'assume, et c'est peut-être ça qui fait la différence entre moi et d'autres candidats. 76% des 18-34 ans n'ont pas l'intention d'aller voter. Comment les convaincre de se déplacer ? Je veux leur dire qu'il n'y a pas beaucoup de moments dans notre vie où, quand on a entre 18 et 25 ans, on a autant de pouvoir que n'importe qui d'autre dans sa vie. Et je veux dire à tous les jeunes qui nous écoutent que le 9 juin, il n'y a qu'un tour pour les élections européennes, et vous aurez autant de pouvoir que Emmanuel Macron, que Bernard Arnault, que Patrick Pouyanné, le patron de Total. Bernard Arnault, c'était l'homme le plus riche de France. Que ce serait dommage de se priver de ce pouvoir. Et vous pouvez être sûr que les plus âgés, eux, ils vont voter ce qu'à l'inverse. 3/4 des plus de 65 ans vont voter. Donc j'ai envie de dire, ne refusez pas votre pouvoir et soyez au moins aussi forts que les plus de 65 ans. Et ensemble, on pourra renverser la table. Le désamour des jeunes pour l'Europe n'est-il pas la faute des politiques qui ne savent pas expliquer en quoi l'Europe influence leur quotidien ? Je pense que le désamour ou plutôt le désintérêt sur les questions européennes, il vient d'une source principale qui est l'opacité autour des institutions européennes. Moi, c'était mon premier mandat. J'avais jamais fait de politique avant dans ma vie. Je travaillais dans le secteur associatif, donc j'ai découvert le fonctionnement de l'intérieur des institutions européennes, et c'est complètement opaque. L'opacité est la règle. C'est-à-dire que toutes les négociations, elles se déroulent à huis clos. Donc imaginez, on ferme la porte du studio, on n'est pas écouté par une radio. Vous, les journalistes, vous n'y avez pas accès. Et tout se déroule à huis clos. Et vous savez, les lobbies, les ingérences étrangères, c'est un peu comme des vampires, ils détestent la lumière. Et donc, moi, je me suis battue pendant tout mon mandat pour jeter un immense faisceau de lumière et de transparence sur des pratiques qui, à mon sens, nuisent à la démocratie. Donc, la première chose qui nourrit ce désintérêt, c'est le fait qu'on ne comprenne pas comment ça fonctionne. Et je pense que ça a été fait pour qu'on ne comprenne pas comment ça fonctionne. Et moi, je me bats pour davantage de transparence, pour chasser les lobbies des institutions européennes et finalement que nous, collectivement, les citoyens, on reprenne le pouvoir. Est-ce que vous pouvez rappeler à nos jeunes ce que l'Europe fait pour eux ? Par exemple, on a Erasmus, le pass Interrail ou encore la mission volontariat dans un autre pays.
Vous avez donné 3 bons exemples de choses positives que peut faire l'Union européenne. Dans les autres choses assez pratico-pratiques qui ont été mises en place ces dernières années, il y a par exemple ce qu'on appelle le roaming. Donc, vos datas, si vous allez dans un autre pays européen, vous n'allez pas payer plus cher, alors qu'avant, ça coûtait une blinde. Ça fait partie des choses qui sont bien. Après, je pense qu'il y a un vrai enjeu de l'Union européenne pour la jeunesse. Et moi, je suis très inquiète notamment des politiques de coupes budgétaires qui vont être mises en place dans les mois et les années qui viennent, dont les jeunes vont être les premiers à souffrir, alors qu'ils souffrent déjà de la précarité. Je pense notamment aux étudiants. Ça ne concerne pas tous les jeunes, mais une partie. Les étudiants qui, un étudiant sur deux, travaille pour financer ses études. Donc, c'est évidemment une situation sociale à laquelle l'Union européenne doit s'attaquer. Je pense qu'elle Vous doit en pensez faire à une quelle priorité. coupe budgétaire? Par exemple, le gouvernement, à travers son ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a annoncé 20 milliards d'euros de coupes budgétaires par an. Dans ces 20 milliards d'euros de coupes budgétaires par an, il y a plusieurs millions qui seront pour les universités. Donc, ça veut dire moins d'argent dans nos universités publiques et donc pour aider, encadrer nos étudiants à étudier dans de bonnes conditions. Mais ça, c'est la France, c'est pas l'Union européenne. Non, parce que si ces coupes budgétaires ont été décidées, c'est pour satisfaire de nouveaux objectifs économiques, ce qu'on appelle les fameux 3% de déficit. Donc, il ne faut pas plus de 3% de déficit, qui est à mon avis une règle absolument absurde, qui va se traduire par la pire cure d'austérité jamais vue en Europe. Et c'est cette règle concrète européenne qui a derrière un impact sur les coupes budgétaires décidées par le gouvernement et derrière sur la vie des jeunes, sur la vie des étudiants, sur la vie des gens en précarité, sur les factures énergétiques, là aussi où le marché européen de l'énergie a une responsabilité parce que les factures d'énergie ont augmenté de près de 50% en 2 ans. Là, vous nous dites donc que l'Union européenne a trop de pouvoir sur nous, Non, c'est pas la ce que je dis. France. Je dis que l'Union européenne a une incidence sur notre quotidien. Je veux dire, vous vous levez le matin dans les céréales que vous mangez, si ce sont des céréales qui sont produites avec des pesticides, c'est parce que c'est autorisé au niveau européen. Si vous prenez des transports qui sont plus ou moins chers, ça dépend d'une régulation au niveau européen et notamment des règles de concurrence. Je vais prendre un exemple très concret. Quand on est jeune, même avec la carte jeune, ça coûte une blinde de prendre le train. Et on préférait tous prendre le train plutôt que prendre sa voiture. Je prends un exemple. J'ai grandi dans le Var, à Saint-Raphaël, et ça coûte genre 3 fois moins cher de prendre sa voiture pour aller à Marseille que de prendre le train. On ne va pas jeter en pâture et pointer du doigt les jeunes qui prennent leur voiture ou la voiture de leurs parents s'ils n'ont pas d'autre alternative parce que le train coûte trop cher. Et pourquoi le train? Là, vous êtes en train de nous dire, en fait, l'Europe, c'est pas mieux dans notre quotidien, ça met des freins, ça met des complications. Ce que je dis, c'est que l'Europe régule notre quotidien, en bien comme en mal. Mais c'est pour ça qu'il faut s'y intéresser et qu'il faut reprendre le pouvoir, reprendre le contrôle en Europe pour pouvoir changer ces règles. Par exemple, faire en sorte qu'on ne vende pas à la concurrence notre SNCF pour faire en sorte de réguler les prix et qu'on ne ferme pas aussi des petites lignes du quotidien, des petites lignes de TER, qu'on puisse changer les règles du marché européen de l'énergie pour que les factures d'énergie n'explosent pas, qu'on puisse prendre à bras-le-corps la précarité étudiante. Voilà des choses très concrètes. Je vais vous donner un exemple d'une proposition que je fais pour la jeunesse, qui est une allocation d'autonomie pour les jeunes. Je le disais, il y a un étudiant sur 2 qui travaille pour financer ses études. On a près d'un étudiant sur 2 aussi qui est en dessous du seuil de pauvreté. Et ce que je dis à ces jeunes, c'est qu'on devrait tous être mis à égalité quand on étudie. Il n'y a pas de raison qu'il y en ait qui, après leur cours, ils aillent bosser comme travailleurs ubérisés ou dans un resto ou autre, et que les autres puissent étudier tranquillement. Et donc, je propose une allocation d'autonomie de 1 158 € par mois, c'est le niveau du seuil de pauvreté. Pour dire, il ne doit pas y avoir de jeunes dans notre pays entre 18 et 25 ans qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Voilà une proposition très concrète. Elle coûte 50 milliards d'euros au niveau européen, on l'a financée. En tout cas, on l'a chiffrée. Et pour la financer, ce qu'on propose, c'est une taxation des super fortunes et des super profits qui rapportent bien plus d'argent. Et il y a une forme de contribution de mise à profit des plus riches et des plus grandes fortunes pour les étudiants dans la galère. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose. C'est noté. Les sondages vous placent entre 7,5 et 8,5%. Pourquoi votre campagne n'imprime pas? Alors, vous savez, on est au tout début de la campagne. Il se trouve qu'on fait cette interview, vous et moi, à 1 mois du scrutin. Et en réalité, je suis sûre qu'il y a plein de jeunes, même au moment où va être diffusée cette interview, qui ne savent même pas qu'il y a une élection le 9 juin. Donc l'enjeu, ça va d'abord être la mobilisation, la participation. Et c'est pour ça que je veux dire à tous les gens qui nous écoutent, ne vous laissez pas voler cette élection.
vous abstenir, c'est le meilleur cadeau que vous pouvez faire à Emmanuel Macron. Parce que vous pouvez être sûr que les électeurs d'Emmanuel Macron, eux, ils vont se déplacer aux urnes. Mais vous, personnellement, pourquoi votre voix n'est pas assez entendue? Est-ce que vous avez l'impression que les médias... Comme dirait Jacques Chirac, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Donc, vous pouvez me réinviter le 10 juin et on fera le bilan. Mais vous savez, j'essaie de faire la campagne, pas le nez rivé sur les sondages, mais juste d'essayer de convaincre en parlant avec les tripes et en disant, en fait... On n'est pas condamné à l'inaction en matière climatique, on n'est pas condamné à subir les inégalités sociales, on peut agir contre la vie chère et les prix qui explosent, on peut bloquer les prix des produits de première nécessité, on peut mettre un terme aux accords de libre-échange pour arrêter de faire venir de l'autre bout du monde ce qu'on peut et ce qu'on sait produire ici. Voilà, moi j'essaie de convaincre avec des arguments rationnels et en disant aux gens... on peut sortir du duo aussi entre l'extrême droite et les macronistes, mais ça dépend de votre mobilisation. En 2019, 23% des 18-24 ans ont voté pour Europe Écologie Les Verts, 17 pour LREM, 14 pour le RN et 14 pour LFI. L'écologie donc compte pour les jeunes et pourtant le glyphosate a été autorisé pour 10 ans de plus dans l'UE. Est-ce que c'est pas le genre d'action qui peut les dégoûter de la politique tout simplement? Moi, je vais être honnête avec vous aussi parce que j'ai 34 ans et c'était mon premier mandat. Il y a tellement de choses qui peuvent dégoûter en politique. Mais si tous les dégoûtés se désintéressent de la politique, quittent la politique, alors il reste quoi? Que les dégoûtants. Et moi, j'ai pas envie de laisser que les dégoûtants gouverner le monde. Et bien sûr, j'étais dans une colère noire quand le glyphosate a été réautorisé. Je suis dans une colère noire quand les autres groupes politiques votent et signent des accords de libre-échange, qui fait qu'on va importer du lait de Nouvelle-Zélande. Pour être très concret sur c'est quoi un accord de libre-échange, si on favorise les productions qui viennent de l'autre bout du monde, qui ne respectent pas les mêmes conditions sanitaires et qui en plus voyagent le monde entier, en l'occurrence pour la Nouvelle-Zélande, et faire une concurrence déloyale à nos producteurs. Et moi, je préside au Parlement européen le seul groupe qui n'a jamais donné aucune voix aux accords de libre-échange. Et j'ai envie de dire aux gens, c'est normal d'être en colère, c'est normal d'être dégoûté. Eh bien, ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est de transformer cette colère en espoir. C'est pas toujours facile, mais c'est pour ça que nous, on fait campagne, en tout cas, pour transformer ces colères en espoir et pour semer toutes ces petites graines qui vont ensuite, tous ces petits ruisseaux qui vont faire le grand fleuve pour tout changer. C'est d'ailleurs le slogan de notre campagne, se donner la force de tout changer. Mais pour ça, on a besoin d'être nombreuses et nombreux et que tous les dégoûtés se disent ouais, il y a plein de choses qui sont dégoûtantes, mais si on laisse les autres décider pour nous, ça sera encore pire. La Commission européenne avait proposé de réduire l'utilisation des pesticides chimiques de 50% d'ici 2030, idée retoquée par le Parlement européen, alors que l'Europe dit militer pour améliorer l'alimentation des Européens. Avec ce genre de refus, on en doute encore une fois. Mais vous avez raison. Et pourquoi pourquoi ce texte est tombé? Parce qu'ensemble, les macronistes, la droite, le groupe des macronistes au niveau européen, la droite et l'extrême droite, se sont lancés ces derniers mois dans une sorte d'offensive contre tous les textes en matière climatique, y compris en diffusant des fake news à tour de bras. Et c'est en ça que aussi l'extrême droite est dangereuse. Et je le dis particulièrement pour les jeunes qui nous écoutent et qui pourraient se dire ouais, ok, Jordan Bardella, il est cool. Non, Jordan Bardella, il est en train de tuer notre avenir. Jordan Bardella, déjà, il n'a pas foutu les pieds au Parlement européen. Il a déposé en l'espace de 5 ans 21 amendements. C'est pas le parti à la flamme nationale, mais c'est vraiment le parti à la flemme nationale. C'est lui qui dénonce les assistés, c'est un assisté. Pour vous donner une comparaison, moi j'en ai déposé 3500 des amendements. Donc non seulement ils ne foutent rien au Parlement européen, ils ne défendent pas les Françaises et les Français, mais en plus ils sacrifient notre avenir, ils votent contre toutes les régulations et législations en matière environnementale, de réduction des pesticides, etc., mais aussi en matière sociale. Qui vote contre la hausse du SMIC? Qui vote contre la taxation des super profits? Qui vote contre la taxation des super fortunes? Qui vote contre les écarts maximum de salaire au sein des entreprises? C'est Jordan Bardella et tout le Rassemblement national. Donc vous voyez, ne vous laissez pas tromper, c'est un imposteur en fait, j'ai pas d'autre mot. On parlait d'écologie à la base, mais c'est noté. L'UE consacre plus de 30% de son budget total à la défense de l'environnement et à la lutte contre le changement climatique. Est-ce que c'est suffisant quand on voit l'état de notre planète et les records de chaleur qu'on vit maintenant chaque mois? Non, c'est pas suffisant et je le disais tout à l'heure, on vit quand même une époque où les enfants là, qui naissent en 2024, au moment où ils naissent, on va leur dire quand tu auras 30 ans, on ne sait pas te dire si la planète sera habitable. Et moi, je trouve ça vertigineux en fait. Et l'irresponsabilité de ceux qui sont en train de solder notre avenir, en se disant, bon, finalement, on va regarder le train passer. Mais c'est pas le train passer, c'est notre avenir là que vous êtes en train de sacrifier. Donc bien sûr qu'il faut investir bien davantage dans la transition écologique.
je vais vous donner un exemple concret de ce pourquoi il faut investir. Une des premières sources du réchauffement climatique, c'est notamment les passoires thermiques. Donc, on pense tous à certains appartements, peut-être certains qui nous écoutent ont des appartements comme ça, où il n'y a pas de double vitrage, où les murs sont très fins, ce genre de choses. Donc, vous utilisez beaucoup d'électricité, vous consommez beaucoup d'énergie, c'est normal, il fait froid l'hiver. Donc, ça vous coûte cher. Et 2, évidemment, il faut énormément d'énergie pour pouvoir chauffer le lieu. Donc, tout le monde est perdant, la planète comme les gens. Et pour régler ce problème, il faut rénover ces bâtiments, ces logements, en faisant ce qu'on appelle la rénovation thermique des logements. Ça coûte de l'argent, c'est une évidence, il faut investir. Eh bien, que fait le gouvernement dans les politiques d'austérité que j'évoquais juste à l'instant? C'est le premier budget qui coupe. Dans les 20 milliards d'euros de coupes budgétaires annoncés par le gouvernement pour satisfaire la soif d'austérité européenne, il y a 1 milliard d'euros en moins sur la rénovation thermique des logements. Eh bien, ça, c'est un exemple d'un calcul très court-termiste. Parce que vous dites, je vais raboter un peu d'argent. Mais en fait, le réchauffement climatique, ça va coûter beaucoup plus cher plus tard. La multiplication des inondations, des catastrophes climatiques, le fait qu'il faille adapter notre agriculture, tout ça, ça aura évidemment, ça a déjà malheureusement un impact sur nos vies. Donc je pense que ces calculs court-termistes sont absolument responsables, raison pour laquelle, oui, il faut investir bien davantage. Autre sujet, en France, le droit à l'IVG est entré dans la Constitution. Certaines parlementaires aimeraient qu'il soit inscrit dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Est-ce que vous le souhaitez et est-ce que c'est faisable selon vous quand on sait que l'accès à l'IVG est menacé en Pologne, en Hongrie ou encore à Malte ? Moi, je me suis battue pendant tout mon mandat pour prendre une initiative, en effet, pour inscrire le droit à l'IVG dans la Charte des droits fondamentaux. J'ai réussi à faire adopter une résolution en toute fin de mandat qui pose le sujet à l'agenda et ensuite, il faudra une modification officielle des textes. Mais oui, c'est plus que jamais indispensable. C'est vrai que nous, on fait partie d'une génération où le droit à l'avortement, je suis née, c'était déjà légal. Et j'ai du mal à m'imaginer qu'on remette en cause ce droit à l'avortement. Et pour autant, vous avez vu le débat en France sur la constitutionnalisation du droit à l'IVG. Il y a une partie de l'extrême droite, des associations très fondamentalistes, etc., qui combattaient cette inscription dans l'IVG. Et la réalité, c'est que le manque de moyens des plannings familiaux, en pratique, parfois, vous avez des obstacles à l'accès à l'avortement. Et je suis sûre qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui ont des expériences de gens en tête. Il y a une femme sur 6 qui doit changer de département pour pouvoir accéder à l'avortement. Donc, même dans les pays où le droit est protégé, comme c'est notre cas en France, il n'y a pas suffisamment de moyens, il n'y a pas suffisamment de protection du droit à l'avortement. Mais imaginez dans d'autres pays que vous évoquiez, comme la Pologne ou la Hongrie, où c'est illégal, où en Hongrie, on fait quand même aux femmes qui veulent avorter, on leur fait écouter le cœur du fœtus. Mais c'est inhumain. Pour bien vous faire comprendre que ce que vous êtes en train de faire, c'est un acte où vous tuez un nourrisson. Mais c'est une folie. Et moi, je le dis, plus que jamais, nous, les femmes, on doit avoir le droit à disposer de notre propre corps, à choisir pour nous-mêmes. Et ce droit à l'avortement, il est attaqué, mais partout en Europe. C'est la raison pour laquelle moi, je vais me battre le mandat suivant pour l'inscrire dans les droits fondamentaux, mais il ne faudra pas s'arrêter là. Pour protéger les droits des femmes, notamment contre les violences sexistes et sexuelles, je me suis battue aussi au Parlement européen pour avoir une définition commune du viol. Je voulais qu'on en parle justement. Allez-y, je vous laisse poser la question alors. La directive européenne sur les violences faites aux femmes ne propose pas finalement de définition commune du viol, notamment à cause de la France qui n'a pas validé le texte en faisant de l'absence de consentement un élément central. Qu'est-ce que vous en pensez quand on sait qu'en France, une femme est victime d'un viol ou d'une tentative de viol toutes les 7 minutes ? Je suis dans une colère noire parce que non seulement en France, il y a un viol toutes les 7 minutes, mais il y a seulement 1% des hommes qui commettent des viols qui sont condamnés en justice. Et après, on va nous dire que notre système judiciaire marche bien. Et quand on vient et quand on se bat au niveau européen pour avoir une définition commune du viol, notamment comme une absence de consentement, c'est Emmanuel Macron, aux côtés du Premier ministre hongrois, donc la même Hongrie dont je parlais juste à l'instant, aux côtés de Viktor Orban, qui bloque ce texte. Bien moi, je veux le dire avec une force mais inouïe à Emmanuel Macron, pour qui Gérard Depardieu rend fière la France, et pour moi ça veut tout dire quand on sait à quel point Gérard Depardieu est accusé de violences sexuelles. Je veux dire à Emmanuel Macron et à tous ces hommes qui nous gouvernent, une relation sexuelle sans consentement est un viol. Point barre. Point barre. C'est quoi d'autre si ce n'est un viol en fait ? Et l'espèce de conservatisme qui a dominé au moment de la négociation de ce texte, ça reste un des moments les plus amers de mon mandat, pour être honnête. Parce que nous, on l'a voté au Parlement européen et c'est les États et donc la France qui l'a bloqué.
Mais je vais repartir au combat et j'espère que la prochaine fois que je reviendrai à ce micro, je vous dirai que oui, on a réussi à obtenir un texte pionnier de lutte contre la violence sexiste et sexuelle et à toutes les femmes qui ont subi des relations sexuelles sans consentement, qu'on puisse leur dire c'était un viol et celui qui a commis ça, il peut aller en prison. Presque chaque semaine ici à Move, on parle de la santé mentale des jeunes dans cette émission 15. On sait qu'ils ont été très touchés avec la pandémie de Covid que nous avons vécue, mais il n'y a toujours pas de stratégie européenne globale en matière de santé mentale. C'est grave quand même. Ouais, vous avez complètement raison. On a voté un texte au Parlement européen qui demande à la Commission d'agir sur la santé mentale des jeunes. La question n'est pas nouvelle. Beaucoup disent que ça date du Covid. Évidemment, je pense que le Covid a amplifié les choses. Je veux dire, quand on se retrouve confiné du matin au soir d'un coup pendant si longtemps, c'est normal que ça ait un impact. Mais la question de la santé mentale des jeunes, elle est pas nouvelle. Et de ce point de vue-là, les coupes budgétaires que j'évoquais un peu plus tôt ont un impact concret parce que ça veut dire moins de moyens pour accompagner les jeunes. Je vous donne un exemple. En milieu scolaire, en France, on a un psychologue pour 1500 élèves en moyenne. Et on est un des pires au niveau européen. Au niveau européen, la moyenne, elle n'est pas folichonne, mais c'est un psychologue pour 1000 élèves. Donc, comment voulez-vous qu'un psychologue puisse aider, identifier des problèmes psychologiques en milieu scolaire d'élèves, qui est quand même le premier endroit où, a priori, on peut entrer en contact avec un jeune qui a des difficultés, qui a besoin d'un suivi psychologique, et qu'on puisse ensuite l'accompagner et le mettre dans le cadre qui est adéquat. Et là aussi, il n'y a pas de secret. Si on n'investit pas dans la santé de nos jeunes, dans la protection de nos jeunes, alors on les abandonne. Et ça, je m'y refuse. Aujourd'hui, le taux de chômage des moins de 25 ans est de 14,5% en moyenne dans l'Union européenne. C'est 17% en France. Pour lutter contre le chômage des jeunes, l'UE a mis en place une garantie européenne pour la jeunesse qui vise à proposer à chaque jeune un emploi, une formation, un stage, une alternance dans les 4 mois suivant la fin de sa scolarité ou perte d'emploi. Est-ce que ça marche dans les faits? Est-ce que c'est suffisant? Je ne suis pas sûre que ce soit malheureusement suffisant. Et moi, une des choses sur lesquelles je me suis battue aussi au Parlement européen, c'est pour avoir ce qu'on appelle une rémunération jeunesse. C'est-à-dire qu'il y ait les mêmes standards partout en Europe dans l'accès à une rémunération minimum. Je m'explique. On fait partie d'un des seuls pays en Europe où le revenu minimum d'existence, en France ça s'appelle le RSA, est inaccessible aux jeunes. En France, quand on a moins de 25 ans, on ne peut pas accéder au RSA. Ça veut dire qu'un jeune entre 18 et 25 ans, qui n'a pas ses parents qui peuvent l'aider, qui n'ont pas les moyens financiers, on fait quoi? On l'abandonne dans la rue? Il n'y a pas Pôle emploi, France Travail s'il a déjà un peu travaillé? Mais s'il a déjà un peu travaillé, mais il faut trouver son premier emploi. Et puis, comme le gouvernement ne cesse de multiplier les réformes de l'assurance chômage pour faire la poche des chômeurs et pour diminuer les indemnités de chômage, comme si c'était un choix dans notre vie d'être au chômage. Enfin, gagner une misère au chômage, qui pense sérieusement que c'est un choix? Contrairement à ce que pensait Emmanuel Macron, il ne suffit pas de traverser la rue pour trouver un boulot. Et c'est peut-être sans doute parce que lui-même n'a jamais eu à chercher de boulot qu'il ne ressent pas, ne comprend pas le mépris total dans ce type de prise de parole comme il a eu. Et c'est pour ça que moi, je vais continuer à me battre pour que le RSA soit accessible aux moins de 25 ans. Et le RSA, c'est pas grand-chose, hein, c'est à peine 500 € par mois, mais pour qu'au minimum, vous puissiez avoir ce petit filet de sécurité. Le pass culture marche bien en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne. Il y a 6 mois, Emmanuel Macron avait émis l'idée d'un pass culturel européen. Pas de nouvelles depuis. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on fait assez pour que les jeunes Européens se cultivent? Vous savez, les grandes promesses d'Emmanuel Macron en matière de culture ou de manière générale pour les jeunes, c'est pas la première qu'il ne tiendra pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? C'est une bonne question. Pourquoi pas un pass culturel européen? Mais je pense qu'il faut aussi donner la possibilité à tous les jeunes de pouvoir connaître une autre culture européenne. Et c'est une des raisons pour lesquelles moi je propose un pass Interrail gratuit pendant 6 mois. Il existe déjà les passes Interrail, mais qui sont assez onéreux pour les jeunes, qui vous permettent de voyager en train d'un pays à l'autre. Et ce que je propose, c'est que vous ayez droit une fois dans votre vie, quand vous êtes jeune, pendant 6 mois, à voyager gratuitement d'un pays à l'autre et s'immerger dans une notre culture que la nôtre est sans doute le meilleur moyen d'apprendre, de connaître d'autres cultures, en plus d'autres initiatives qui pourraient être prises, évidemment.
Concernant le numérique, le Digital Service Act est entré en vigueur. Amazon, Facebook, Google, Instagram, Snapchat, TikTok et X doivent donc se conformer à cette législation européenne et mieux réguler leur contenu. Mais quand on voit les problèmes de cyberharcèlement qui continuent, la difficulté à réguler les contenus porno pour les jeunes, l'augmentation de la pédocriminalité en ligne, est-ce que l'Europe se bouge assez pour qu'Internet soit sûr pour les jeunes ? Il est évident que l'Union européenne a eu un temps de retard. C'est un peu comme le vieux papy qui découvre que TikTok existe. Donc à chaque fois, il y a un temps d'allumage à réfléchir aux impacts des usages. Moi, il y en a certains au Parlement européen qui, face à ça, disent faut tout fermer, il faut fermer TikTok, fermer Instagram, fermer je sais pas quoi d'autre. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas parce qu'il y aura toujours des manières de contourner, il y aura toujours des nouveaux réseaux sociaux qui seront avancés, qui seront pensés. Vous allez passer de Snapchat à je ne sais quel autre réseau social. Donc, je crois plutôt qu'il faut des règles suffisamment strictes, des règles en matière de protection des données, des règles aussi pour davantage prévenir les usages, pour que les jeunes aient aussi un peu plus de recul sur l'utilisation. Mais ce truc qui consiste à moraliser les jeunes en mode « vous savez pas ce que vous faites quand vous êtes sur un réseau social », non, c'est pas vrai. Un réseau social sert aussi à apprendre des choses, à découvrir des choses. Moi, il y a plein de jeunes qui m'écrivent sur Instagram ou TikTok où ils me disent « Ah, trop bien, je connaissais pas ce sujet ». Je pense notamment au sujet sur le viol qu'on évoquait. J'ai fait quelques vidéos pour expliquer, et y compris en disant assez sincèrement ma colère sur le sujet. Et j'ai notamment plein de jeunes femmes qui m'ont écrite, parfois en racontant des histoires dures de relations sexuelles sans consentement, en racontant leur parcours du combattant, du combattante, qu'elles n'osaient pas porter plainte parce que, justement, comment on considère la notion de consentement, etc. Et les réseaux sociaux sont aussi un vecteur d'échange, de politisation sur le monde, etc. Mais c'est clair qu'il faut en fixer des règles, que les règles européennes ne sont pas suffisantes en l'état. Avec ce qui se passe en Ukraine, le retour du conflit israélo-palestinien, est-ce qu'il faut mettre en place un service militaire obligatoire en Europe ? Vous voyez là, envoyer les jeunes en disant « Allez hop, treillis, Marseillaise, tu vas apprendre à manier une arme ». C'est une vraie question que se pose l'Europe en ce moment, surtout avec les sorties d'Emmanuel Macron sur la guerre en Ukraine. Mais justement, moi, je suis pas d'accord pour qu'on aille envoyer nos jeunes Français mourir sur le champ ukrainien. Peut-être pas mourir sur le champ ukrainien, mais se former à une guerre qui pourrait arriver en Europe. À partir du moment où vous envoyez des soldats sur un champ de guerre, il y a un risque de mort. Je pense que c'est une folie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une armée professionnelle. C'est un métier d'être militaire. Mais de là à enrôler l'ensemble de notre jeunesse, comme les générations d'avant nous ont pu connaître. Moi, j'ai fait ma JAPD, c'était très sympathique, mais ça m'a suffi, perso. Et s'il y en a qui veulent commencer une carrière de militaire, l'armée recrute et ils peuvent tout à fait aller à l'armée. Et j'ai beaucoup de respect pour ceux qui choisissent une forme qui a un engagement au service de notre pays. On a besoin. La France fait partie des pays qui a une armée les plus fortes, les plus exemplaires. Mais enrôler l'ensemble d'une génération à un service militaire, vraiment, je veux pas parler pour tout le monde, mais moi, perso, c'est pas ce dont je rêve. Et je me souviens des histoires de nos parents et de nos grands-parents, des pieds et des mains qu'ils faisaient pour essayer d'éviter le service militaire. C'est une folie. Et face aux conflits internationaux, la vraie question qu'il faut se poser, c'est comment on utilise l'arme diplomatique, comment la France et l'Union européenne peuvent prendre l'initiative pour essayer de retrouver le chemin de la paix en Ukraine, mettre tous les protagonistes autour de la table, pour, dans le cas des atrocités du massacre commis à Gaza, utiliser les leviers de l'Union européenne. Moi, je ne comprends toujours pas pourquoi la France et l'Union européenne se refusent à décréter un embargo sur l'envoi d'armes. La France a envoyé 100 000 têtes de missiles au gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahou, qui massacre le peuple gazaoui. Comment ça se fait qu'on accepte encore ça ? Donc, moi, je propose une chose simple, un embargo sur l'envoi d'armes. Les Ukrainiens, ils manquent d'armes pour se défendre contre la Russie. On envoie des armes au gouvernement d'israélien pour massacrer les Gazaouis. Ça n'a aucun sens. De la même mesure, il faut suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. L'Union européenne, c'est le premier débouché commercial d'Israël. C'est une évidence qu'on peut utiliser ce levier pour essayer de faire cesser le massacre dans la bande de Gaza. Alors justement, la guerre à Gaza prend énormément de place dans cette campagne. Est-ce que cela vous dérange, car on parle très peu d'Europe du coup ? Vous savez, c'est évidemment pas moi qui choisis le massacre en cours dans la bande de Gaza.
Et cette situation s'impose à nous tous. Parce qu'on ne peut pas être cette génération qui reste les bras croisés, qui détourne le regard face à un massacre qui est en cours à Gaza. Il est mort plus de 35 000 civils à Gaza. Il est mort plus d'enfants en l'espace de 4 mois que dans l'ensemble des conflits internationaux en 4 ans. Et je dois dire à quel point je suis fière de voir que la jeunesse de notre pays ne reste pas insensible, se mobilise dans les universités, dans les lycées, y compris en faisant face parfois à une forte répression, en étant pointé du doigt. Mais ils disent des choses très simples. Ils disent, mais on ne peut pas rester les bras croisés. Qu'est-ce qu'on fait? Que fait le gouvernement français? Que font les États européens? Donc, il est évident que ce carnage s'impose à nous parce qu'on le voit sous nos yeux et qu'on ne peut pas rester impuissant. Après, pour autant, c'est évidemment pas le seul sujet de notre campagne. Nous, on a sorti un programme qu'on peut retrouver sur l'unionpopulaire.fr qui présente tout un tas de propositions. J'en ai parlé un petit peu aujourd'hui. Allocation d'autonomie pour les jeunes, passe interrail, fin des accords de libre-échange pour protéger notre agriculture, notre industrie et notre planète, blocage des prix des produits de première nécessité, hausse du salaire minimum et réduction des écarts de salaire au sein des grandes entreprises. C'est plein de propositions. Évidemment, là, il me faudrait 4 heures pour toutes vous les faire, parce qu'il y en a plus de 400. Mais on essaie aussi de mettre ces sujets à l'agenda politique dans cette campagne. On voit la juriste franco-palestinienne Rima Hassan sur tous les plateaux. Elle est 7e sur votre liste. Est-ce que sa voix et son combat ne vous éclipsent pas, vous et votre campagne? Vous savez, moi, je suis fière d'avoir Rima Hassan sur ma liste. Ce sera peut-être demain la première franco-palestinienne élue au Parlement européen. C'est une juriste en droit international qui défend la voie de la paix et qui a été beaucoup criminalisée et ciblée pour ses prises de position en faveur de la paix, parce qu'il y a une tendance à vouloir faire taire les voix de la paix. On lui interdit même de participer à des conférences dans des universités. Et d'ailleurs, à chaque fois, elle doit saisir le tribunal administratif. Et là, par exemple, dernièrement, une conférence a été interdite à l'université de Paris-Dauphine. Et finalement, le tribunal l'a réautorisée parce que c'était illégal, en fait. Donc, moi, je suis fière de l'avoir sur ma liste. Je sais pas, pour ceux qui connaissent, la numéro 7 sur la liste de François-Xavier Bellamy pour les Républicains, c'est Nadine Morano. Entre Nadine Morano d'un côté et Rima Hassan de l'autre, je crois que la voix de Rima Hassan porte beaucoup plus une voix universelle, une voix de la paix, une voix de la jeunesse aussi, puisque elle a 32 ans. Mais il y a plein d'autres gens chouettes sur ma liste. Il y a aussi un inspecteur du travail, Anthony Smith, qui a été sanctionné par Elisabeth Borne pour avoir voulu défendre les droits des travailleurs. Et on a une liste dans sa diversité qui incarne aussi la NUPES que moi j'ai continué à vouloir porter, parce que il n'est pas normal que quand on a l'extrême droite aux portes du pouvoir à plus de 30%, on n'est pas capable, nous, de se rassembler autour de ce programme qui nous a unis il y a 2 ans, qui est le programme de la NUPES et que je continue de porter dans ces élections. La campagne est entrée dans le dur, aucun candidat ne s'épargne. Sur France 2, Valérie Ayé, tête de liste Renaissance, vous demande de retirer votre tweet où vous l'accusez de toucher de l'argent des lobbies, sinon elle porte plainte contre vous pour diffamation. Allez-vous retirer ce tweet ? Que dit ce visuel? Il dit qu'un quart des députés européens touchent des rémunérations annexes en plus de leur indemnité d'élu. Pour bien qu'on comprenne, les indemnités d'élu, c'est près de 8 000 € par mois, donc c'est très conséquent. Perso, moi, à titre personnel, je reverse une partie de mon indemnité d'élu, puisqu'elle est bien supérieure à ce que je touchais avant. Et malgré ça, il y a quand même un député européen sur 4 qui touche des rémunérations annexes. Dans le cas de Valérie Ayé, elle touchait des rémunérations annexes comme élue locale. Moi, au passage, je suis aussi pour le non-cumul des mandats. Je pense que quand on est député européen, on doit s'y consacrer à 100%. Et moi, je n'ai aucun autre mandat. Elle a fait le choix de conserver son mandat pendant un certain nombre d'années, pendant qu'elle était députée européenne. Donc, elle doit l'assumer. Donc, non, je ne vais pas retirer ce tweet ni ce visuel. Maintenant, ce que j'attends, et c'est ce que j'ai fait dans une lettre ouverte dans Libération, j'ai demandé à ce que l'ensemble des têtes de liste et des listes s'engagent à ce que les élus qui siègent à leur côté ne reçoivent pas le moindre centime de lobby, d'entreprise ou d'État étranger. Oui, mais là, j'attends que Valérie Ayé s'engage là-dessus, ce qu'elle refuse. Pourquoi elle le refuse? Parce qu'elle a voté contre quand je l'ai proposé au Parlement européen. La vérité, c'est que Valérie Ayé préfère protéger les intérêts d'un petit nombre de ses députés. Elle a, par exemple, comme vice-président dans son groupe au Parlement européen, un député belge qui s'appelle Guy Verhofstadt, qui gagne plus de, tenez-vous bien, 200 000 € en plus par an de ses indemnités d'élus. Mais comment voulez-vous que ces gens se rendent compte
des difficultés du quotidien, du coût de la vie, quand ils gagnent autant d'argent. Eh bien, c'est indécent. Il y en a qui trouvent ça normal. Peut-être que Valérie Hayé trouve ça normal. Eh bien, pas moi. Et je suis pour interdire ces pratiques. Concernant Valérie Hayé, est-ce que vous comprenez que quand on regarde votre tweet et qu'on n'a pas le dessous des cartes, on a l'impression que ce sont les lobbies qui la rémunèrent et non une autre fonction politique? Ce sont des rémunérations annexes, c'est dit dans le visuel. Charge à chacun après de préciser d'où proviennent ces fonds. Et de les justifier. Et maintenant, si Valérie Hayé trouve que c'est pas normal de toucher des rémunérations annexes, alors qu'elle s'engage. Mais à ma connaissance, elle ne l'a pas fait et elle ne le fera pas puisqu'elle a voté contre cette proposition qui, à mon sens, est pourtant de bon sens. Et je le dis aux gens qui nous écoutent, si le 9 juin, vous voulez chasser la corruption des institutions européennes, si vous voulez faire primer l'éthique contre le fric, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire en votant pour des élus qui s'engagent à ne recevoir aucun euro de la part de lobbies, d'entreprises, d'États étrangers, de toute autre ressource externe. Et à ce jour, je suis la seule liste qui ait pris cet engagement. Sa plainte ne vous inquiète pas du tout? Non, absolument pas. Non. Vraiment pas? Non. Non, mais je vous dis, elle touche des rémunérations annexes. Je comprends que ce soit difficile à assumer, mais c'est une réalité. Voilà. Et vous savez, il y a une formule qui dit quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Certains préfèrent regarder le doigt. Moi, je regarde la lune. Et cette lune, c'est des pratiques de conflit d'intérêts, de corruption qui ont mené au pire scandale de corruption au sein des institutions européennes, qui s'est appelé le Qatargate, où on a découvert que le Qatar payait des députés, acheter en fait les voix des députés pour les influencer directement. Moi, j'ai pu le vivre, j'ai négocié un texte sur le Qatar et même avant que le scandale n'éclate, j'avais dénoncé les ingérences du Qatar. Évidemment, je savais pas qu'il y avait des valises de billets qui étaient derrière tout ça, mais j'ai pu voir les effets directs de cette ingérence et c'est vraiment depuis ce moment-là où je me suis dit mais en fait, c'est ce type de pratique qu'il faut changer, l'opacité que je mentionnais un peu plus tôt, qui est la règle et qui est un problème, et le fait que c'est légal quand on est député européen de recevoir de l'argent de qui que ce soit. Et bien moi, je trouve ça pas normal et je propose que ce soit illégal. Est-ce que c'est pas un peu du théâtre tout ça? Les journalistes politiques racontent que vous êtes assez proches des autres têtes de liste, tous à peu près les uns que les autres, vous prenez le train ensemble, vous êtes beaucoup ensemble au Parlement, vous vous soutenez, vous vous appréciez en fait en coulisses. Un faux ou un tox? Moi, j'apprécie ceux qui travaillent. Donc, j'ai évidemment des désaccords politiques avec beaucoup des têtes de liste, mais j'apprécie ceux qui travaillent. Et Lesquels? donc, j'ai du respect. Bon, à tous, globalement, mis à part Jordan Bardella, qui n'a pas foutu les pieds au Parlement européen pendant 5 ans et qui est le député fantôme. Il est tellement député fantôme que les premiers débats qui sont tenus au Parlement européen, il n'est pas venu. Dire qu'au bout de 5 ans, il n'a toujours pas trouvé le chemin de son bureau. Mais pour les autres, j'ai des désaccords profonds avec François-Xavier Bellamy, avec Valérie Hayé notamment, mais je les respecte. Parce que vous savez, la politique, on n'est évidemment pas à plaindre, mais c'est un engagement où vous donnez une grande partie de vous, vous faites ça avec les tripes. Et quand on a en face des gens qui travaillent et qui se battent pour leurs idées, quand bien même je serai en désaccord, évidemment que j'ai du respect pour eux. C'est le cadre de la démocratie. Je suis très respectueuse de la démocratie. Je trouve qu'elle est suffisamment attaquée ces derniers temps. Pardon, on est sur l'antenne de Move, mais pour ceux qui ont entendu parler de Guillaume Meurice, l'humoriste de France Inter, qui est chassé avec pertes et fracas, qui est licencié pour avoir fait des blagues. Mais on ne sait C'est pas pas faire. encore fait. Bah, il est convoqué pour un entretien préalable à un licenciement. Donc, j'espère que les journalistes de cette belle radio de Radio France vont se mobiliser. Pardon, je ne vous prends pas à partie, vous êtes tout à fait libre de ce que vous faites. Mais moi, en tant que déjà auditrice, mais aussi en tant que citoyenne et en tant que responsable politique, je m'inquiète de ces dérives qui se multiplient les unes après les autres. C'est la présidente de mon groupe à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, qui est poursuivie en justice. C'est des meetings qu'on interdit. C'est un humoriste qu'on licencie. C'est quoi l'étape d'après ? Donc, c'est précisément parce que je suis attachée à la démocratie, que je suis attachée à ce qu'on écoute la voix de mes concurrents et que j'ai du respect pour eux et que je débattrai toujours dans le respect avec eux, que je les croiserai certainement dans le train pour ceux qui le prennent en allant à Strasbourg ou à Bruxelles, mais que quand on sera en train de débattre de fond, peut-être sans doute que sur des sujets on pourra avoir des points d'accord, pas avec tous mais avec certains, c'est le propre aussi du Parlement européen, mais qu'il y aura aussi d'autres sujets sur lesquels on aura des désaccords et c'est pas du théâtre, c'est juste... Il y a encore des gens sincères qui font de la politique avec les tripes. Et je pense qu'il y en a plusieurs parmi les têtes de liste aux européennes. Merci beaucoup, Manon Merci à Aubry, d'être passée dans le 15. Je rappelle que vous êtes la tête de liste La France Insoumise pour les élections européennes. Merci à vous. À bientôt.